Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Remporter un titre est loin d'être une chose aisée. Alors que certaines équipes, à l'instar des Lakers et des Celtics, collectionnent les bannières de champions, d'autres, malgré leurs efforts, ne sont jamais parvenus à soulever le trophée Larry O'Brien, ne serait-ce qu'une seule fois. La franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui fait clairement partie de la deuxième catégorie. Plusieurs fois proche de toucher le Graal, mais sans jamais réussir à l'atteindre. D'un simple pile ou face à un tir au buzzer, le sort peut parfois se montrer cruel. Attention, ce n'est pas pour autant que l'importance de cette équipe dans l'histoire de la Grande Ligue doit être minimisée. Au contraire même. Avant-gardiste et comptant dans ses rangs l'un des personnages les plus influents de l'histoire du basket, elle a réussi à se faire une place à part. Une place au soleil. Vous l'aurez compris, on décolle direction l'Arizona à la rencontre des Phoenix Suns. Prévoyez du temps devant vous, 7 secondes ou moins ne suffiront pas à faire le tour du sujet. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number 1, Oscar Robertson. To Curry, sky hook up. Hey, rock the baby to sleep and slam dunk. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Toronto. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Getting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. Bienvenue à Phoenix, dans l'Arizona. Immense cité perdue au milieu du désert où serpente la rivière salée au sacré du peuple Pimas. Un paysage de western, pics rocailleux et autres canyons hérissés de cactus à perte de vue. Comme vous pouvez l'imaginer, la ville tire son nom du phénix, l'oiseau légendaire qui a pour particularité de renaître de ses cendres. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi. Bien avant l'arrivée des colons, pendant plus d'un millénaire, la vallée du Soleil était occupée par la tribu des Hohokam. Passés maîtres dans le domaine de l'agriculture, les natifs américains avaient réussi à irriguer leurs champs grâce à un ingénieux système de canaux. Un savoir malheureusement perdu, laissant le désert reprendre ses droits. Il faut attendre l'arrivée du pionnier Jack Swilling pour qu'un nouveau canal soit construit et alimente une toute nouvelle colonie d'agriculteurs. La ville est créée, le territoire laissé à l'abandon se redynamise. Par la même occasion, l'explorateur tombe sur quelques métaux précieux, déclenchant une ruée vers l'or dans la région. Le chemin de fer amenant dans son sillage mineurs et autres aventuriers en quête de richesse fait le reste. De petites bourgades de quelques âmes en 1870, la ville prend progressivement de l'importance pour devenir la capitale de l'État. L'American Way of Life. Tiens, ça ne vous rappelle pas un film ? Notre histoire débute près d'un siècle plus tard, en 1968. À cette époque, la NBA est en pleine expansion et vient de se doter de 3 équipes supplémentaires lors des 2 dernières saisons. Une stratégie élaborée par le commissionnaire Walter Kennedy. Quand l'ancien chef de la pub des Harlem Globetrotters prend ses fonctions 5 ans plus tôt, la NBA est en perte de vitesse. Les finances sont dans le rouge et les affluences dans les salles en berne. En 12 ans, Walter Kennedy va donner un second souffle à la Ligue. Il passe le nombre total d'équipes de 9 à 18, signe un contrat de télévision très lucratif, augmente considérablement l'affluence dans les salles et triple les revenus des franchises. Un bilan plus que positif. Eh oui, David Stern n'est pas le seul sauveur de la NBA. I can't hear you. Mais bon, tout ça, nous n'y sommes pas encore. En 68, Kennedy cherche à agrandir la Ligue, dans de gros marchés où il pourra se faire un maximum d'argent si possible. Ce qui, on ne va pas se mentir, n'est pas vraiment le cas de Phoenix, une ville éloignée de tout, sans aucune franchise dans les ligues majeures américaines. Alors quand Richard L. Block, un homme d'affaires implanté dans l'Arizona, lui souffle l'idée, le commissionnaire fait logiquement la grimace. Dans ces cas-là, pour forcer le destin,
il n'y a pas 50 000 solutions. Vous commencez à connaître la musique. Il faut sortir le chéquier. 2 millions de dollars, c'est 400 000 de plus que le prix d'entrée des Bulls 2 ans plus tôt. Anecdote assez cocasse. Pour finir de convaincre le comité d'expansion, Block décide de se tourner vers Hollywood et attire plusieurs grandes stars de l'époque pour prendre part au projet. Douce ironie quand on sait à quel point la franchise se fera martyriser lors des décennies à venir par les pourprés or. C'est ainsi que la légende absolue, Tony Curtis, la révélation musicale de l'année, Bobby Gentry et surtout le chanteur, acteur et animateur Andy Williams se retrouvent embarqués dans l'aventure. It's the most wonderful time of the year. Comme quoi, la pipolisation de la NBA ne date pas d'hier. Quoi qu'il en soit, un accord est trouvé et Phoenix intègre la ligue en même temps que Milwaukee à l'orée de la saison 68-69. Il ne reste plus qu'à trouver un nom à cette toute nouvelle équipe. Un concours est organisé et finalement, on se dit que Suns, les soleils, paraît assez évident et largement moins kitsch que Scorpion ou Cactus. Choix pas étonnant, la ville est l'une des plus ensoleillées des États-Unis. Sur le plan logistique, les Suns se dotent de 2 professionnels en termes d'expansion. John Radker au coaching et Jerry Colangelo en general manager. 2 des architectes des débuts en fanfare des Bulls. Le premier joueur à intégrer l'effectif est le jeune arrière des Knicks, Dick Van Arsdale. The Original Son, comme il est surnommé, fait les beaux jours de la franchise pendant 8 saisons, dont une avec son frère jumeau, Tom. Autre fait notable de cette expansion draft, Phoenix arrive à mettre la main sur le 6e homme des Lakers, Gal Goodrich. Dans l'ombre de Jerry West à LA, Stumpy se révèle dans l'Arizona, passant de 13 à presque 24 points par match. Malgré la présence de ces 2 All-Stars, la première saison des Suns est catastrophique. Un mal pour un bien, dit-on. Cela leur permet de participer à un jeu de pile ou face avec les Bucks, le 2e pire bilan de la ligue pour déterminer l'obtention du first pick. En cette année 1969, le premier choix vaut de l'or. Il permettra à l'heureux élu de sélectionner le prospect le plus en vue de son époque, Lew Alcindor, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar. La hype entourant le joueur est presque équivalente à celle de LeBron James des dizaines d'années plus tard. Alcindor est attendu comme le Messi et le sélectionné bouleversera à coup sûr l'histoire de sa franchise. Pire bilan oblige, les Suns ont la main. C'est à eux que revient de choisir entre pile ou face. Colangelo organise un vote dans un journal local. Les fans ont parlé, ce sera face. À l'autre bout du fil, le commissionnaire Kennedy jette une pièce en l'air, qui retombe sur pile. Premier coup du sort. Alcindor va aux Bucks, où il sera champion en 1971, soit à peine 3 ans après la création de la franchise. Un record. Malgré ce manque de chance évident, les Suns parviennent à mettre la main sur Connie Hawkins en provenance de la toute récente ABA. Blacklisté de la NBA 5 ans auparavant pour une histoire de paris illégaux, pour laquelle d'ailleurs il n'a jamais été condamné, The Hawks a bien roulé sa bosse avant de rejoindre l'Arizona. Légende des playgrounds, il passe 4 ans à parcourir le monde avec les Harlem Globetrotters. À son retour à la compétition, il devient le premier MVP de ABA. Ailier spectaculaire, c'est un peu Julius Erving avant l'heure, en un peu moins aérien, mais avec un petit shoot mi-distance qui n'est pas sans rappeler un certain Michael Jordan. Fort de son Big Three, les Suns se qualifient pour les playoffs dès leur 2e saison. En demi-finale de conférence, ils opposent une résistance héroïque face aux Lakers de Jerry West, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain. Phoenix mène même 3-1 dans la série. Malheureusement, le stilt et le logo se déchaînent pour recoller. Au bout du compte, LA ressort vainqueur, un scénario qui sera amené à se répéter, et pas qu'une fois. Pour Phoenix, l'expérience des playoffs est de courte durée. Impressionnés par les performances de Goodrich, les pourprés or veulent absolument rapatrier leur ancien joueur. Angelino de naissance, le meneur ne peut pas dire non. Sans leur star à la main, les Suns demeurent tout de même une équipe décente, mais pas assez pour retrouver les playoffs. Une saison va tout changer. À l'été 75, Colangelo envoie son triple star Charlie Scott, 25 points de moyenne, contre Paul Westphal, à peine 10 points. Prise de risque maximum.
Comme Gail Goodrich quelques années auparavant, l'ex-doublure de Jojo White va se révéler sous ses nouvelles couleurs, doublant l'intégralité de ses statistiques. Associés à Alvan Adams, rookie précoce sélectionné en 4e position à la draft, les deux hommes métamorphosent l'équipe, qui effectue un départ canon. Mais voilà, à mi-saison, les Suns manquent de carburant et enchaînent les défaites. C'est à ce moment que Jerry Colangelo effectue un 3e et dernier move de génie. Il trade le jeune John Shumate pour l'expérimenté Garfield Hurd. Gar se font à merveille dans le collectif et les victoires reviennent. Pour la première fois depuis 6 ans, les Suns parviennent même à se qualifier pour les playoffs. 3e de conférence, la route jusqu'au final s'annonce ardue. Ils disposent d'abord des Sonics d'un Fred Brown intenable en début de série. Puis vient le tour des Warriors de Rick Barry, champion en titre. À 3-2 pour les Californiens, les Suns sont au pied du mur. Grâce à un très bon Keith Erickson en sortie de banc, Phoenix parvient à forcer le Game 7 d'un petit point. Dans l'ultime rencontre, le collectif arizonien achève les guerriers déjà sur les rotules. L'exploit est de taille. Contre toute attente, les Suns viennent tout simplement de sortir les 2 premiers de leur conférence pour rallier les finales. Quelle épopée inespérée pour une équipe sortie de nulle part. Mais le plus dur reste à venir. Pour espérer remporter le titre, les Suns doivent venir à bout d'une des meilleures équipes de leur époque. Les Celtics du multiple All-Star Jojo White, du MVP 73 Dave Cowens et de la légende absolue John Havlicek. Et oui, Hondo jouait encore à un excellent niveau à 36 ans passés. En favori, les Celtics remportent les 2 premiers matchs à domicile. Courageux et sous l'impulsion d'un Paul Westphal revanchard, les Suns reviennent à hauteur. Nous sommes le 4 juin 1976 au Boston Garden, à l'occasion du Game 5 des finales, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire. Tout au long de la rencontre, les deux équipes se rendent coup pour coup. Côté bostonien, souhaitant se racheter de son buzzer beater manqué 2 ans plus tôt, Jojo White marche sur l'eau. En face, Westphal, Adam et consorts font bloc. Le temps réglementaire ne permet pas de désigner un vainqueur. Une première prolongation est donc jouée. Puis, une seconde. À 19 secondes de la fin de la 2e prolongation, Phoenix est mené de 3 points, 109-106. Il faudrait donc un miracle pour que les Suns s'en sortent. Ce miracle a un nom, Paul Westphal. Crowd chanting defense. Lumpkin, Westphal, and Van Arsdale on the floor. Van Arsdale with a quick shot. It's a 1-point game again. Just what Rick predicted. Westphal to the corner. Back to Van Arsdale. Curry in the air. Won't go. Havlicek. Curry again. Curry with a jump shot. Put it down. Phoenix has gone ahead. Il reste 5 secondes sur l'horloge et le scénario est complètement inversé. La balle atterrit dans les mains de l'éternel John Havlicek, qui drive vers le cercle et inscrit un panier avec la planche, 111-110. Le Boston Garden exulte. Hondo, fou de joie, se précipite vers ses coéquipiers et s'empresse de retourner au vestiaire. Le public envahit le terrain pour célébrer la victoire. Quand soudain, une bagarre éclate entre un fan et l'arbitre Richie Powers. Le chaos est total. L'officiel est formel. Il reste encore 2 secondes à jouer. Quel ascenseur émotionnel! John McLeod, le coach des Suns, ne dispose plus de temps mort. The shot heard around the world. Traduisez, le tir entendu partout autour du globe. Une référence au premier tir de la bataille de Lexington and Concord qui débuta la guerre d'indépendance américaine en avril 1775, mais également un jeu de mots avec le nom de son auteur, Garfield Hurd. Une 3e et dernière prolongation doit être disputée. Finalement, au terme de cet affrontement légendaire, ce sont bien les hommes en vert qui ressortent vainqueurs. Galvanisés, les Celtics adjugent le trophée Larry O'Brien 2 jours plus tard. Le destin, qui semblait enfin sourire aux Suns, leur joue encore un vilain tour. Phoenix tombe avec les honneurs, amer d'avoir laissé passer une si belle occasion. Hormis un faux pas, la saison suivante, la franchise s'installe durablement dans les sommets de la conférence Ouest. L'effectif évolue, notamment avec les drafts de Walter Davis et Larry Nance. En 79, les Suns sont à un match de retrouver les finales NBA. En 81, pour la première fois,
Il se classe premier de la conférence, mais essuie un retentissant upset face aux Kings de Kansas City. Puis vient la période de domination du Showtime. 3 défaites en 4 ans face aux Lakers de Karim et Magic. Phoenix a laissé passer sa chance et sombre lentement mais sûrement. Il n'y a pas que sur les parquets que l'équipe connaît une descente aux enfers. En 1987, la franchise fait les choux gras de la presse. Plusieurs Suns, dont l'incontournable Walter Davis, sont accusés par la justice d'usage illégal de produits stupéfiants. En échange de son immunité, The Greyhound entre en cure de désintoxication et accepte de témoigner contre ses coéquipiers, dont Gar Heard, le héros des Finales 76. Ce scandale, loin d'être un événement isolé dans la ligue, intervient 1 an après une annus horribilis pour la NBA qui a vu se succéder tout un tas d'histoires plus glauques les unes que les autres. Len Bias, sélectionné en 2e position à la draft 86, décède d'une overdose 48 heures plus tard. Le 4 fois All-Star Michael Ray Richardson est exclu pour 3 contrôles positifs à la cocaïne. 2 ans après, il est radié à vie pour récidive. Chris Washburn, pick numéro 3 de draft, entre en cure après 3 mois à peine dans la ligue. Il finit ruiné et à la rue. Cette réputation sulfureuse a un prix. Les marques ne veulent plus être associées à la NBA. Les grands groupes audiovisuels ne sont plus enclins à débourser de grosses sommes d'argent dans les droits TV. Peu de matchs sont donc diffusés, et quand c'est le cas, ils le sont en différé. Les familles ne se pressent plus pour y assister non plus. À cette période, le taux de remplissage moyen des salles NBA est à peine supérieur à 50%. Ce manque à gagner colossal fait dégringoler la valeur des franchises, dont les Suns, sur qui le destin semble encore s'acharner après le décès du jeune pivot Nick Vanos dans un tragique accident d'avion. Profitant de la conjoncture économique, Jerry Colangelo, à la tête d'un groupe d'investisseurs, décide de racheter l'équipe fin 1987. Le voilà maintenant avec les pleins pouvoirs. C'est l'heure du grand ménage. Free agent, Walter Davis n'est pas conservé. Exit également Larry Nance, échangé à Cleveland contre le rookie Kevin Johnson. Place au renouveau. L'effet Colangelo ne tarde pas à se faire ressentir. Dès la saison suivante, l'équipe double quasiment son nombre de victoires, passant de 28 à 55 et atteint même les finales de conférence. Ce qui vaudra à Colangelo d'ailleurs l'un de ses 4 trophées d'Executive of the Year. Un record, autant que Jerry Krause et R.C. Buford réunis. C'est le début d'une incroyable streak de 13 campagnes de playoffs consécutives. L'année 2 de ces Suns New Look voit la montée en puissance du jeune Kevin Johnson. Il est même élu MIP de la saison. Dans la lignée de Tiny Archibald, Kevin Johnson est un spécialiste des 20 points, 10 passes. Un meneur ultra spectaculaire, d'1m88 à peine, capable de postériser avec violence les plus grands intérieurs de son époque. Gâchette fiable doté d'un bon handle et d'une vista remarquable, le combo guard moderne. Iverson avant Iverson. Toute proportion gardée bien sûr. I retired because of Allen Iverson. He came down and he did that crossover thing, and I tried it, and then he laid it up, and then he hit me on the butt running by, and I knew it was time to go. Pour leur deuxième apparition en play-off, l'équipe refait très fort et retrouve une nouvelle fois les finales de conférence, en se payant même le luxe de taper les Lakers au 2e tour. Ça peut paraître anodin, mais c'est la première fois, en 7 confrontations, que les Suns parviennent à battre l'ogre Angelino. Les années passent, Phoenix n'est pas si loin. Colangelo ne va pas tarder à trouver la pièce manquante. Nous sommes le 14 mai 1992. Les Suns viennent d'échouer une nouvelle fois en play-off. Lionel Hollins, alors assistant coach, s'écrie « Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Charles Barkley ». Colangelo le prend au mot. De l'autre côté des États-Unis, la relation entre Barkley et les Sixers n'est pas au beau fixe. Voilà quelque temps déjà que Philly essaie de se débarrasser de son franchise player. Il est même originellement échangé aux Lakers, avant que l'accord ne soit annulé quelques heures plus tard. À cette époque, déjà pas immaculée, l'image de Barkley est sacrément écornée par l'affaire dite du crachat. Initialement destinée à un fan raciste, mais qui finit malencontreusement sur une âme innocente. Heureusement, l'affaire se termine bien et Sir Charles noue même des liens d'amitié avec sa jeune victime.
Quoi qu'il en soit, Chuck devient indésirable dans la cité de l'amour fraternel. Pour ce faire, Colangelo doit notamment se séparer de Jeff Hornacek, le chouchou du public. Un crève-cœur pour les fans. Mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de recruter un joueur comme Charles Barkley. Dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, Chuck aligne des stats de mammouth. 37 points, 21 rebonds et 8 passes décisives. Peut-être plus aussi explosif que dans sa prime jeunesse, Barkley continue de dégager une impression de puissance inouïe. À grands coups de fesses, il pourrait même enfoncer des montagnes. Cette manie de back down son adversaire au poste vaudra même la création d'une nouvelle règle, la Charles Barkley Rule. En général, quand on change les règles du jeu pour tenter de vous limiter, c'est plutôt bon signe. Scoreur prolifique, Chuck est également un rebondeur né. À l'image d'un Rodman, pas très grand pour un poste 4, à peine 1m98. Il se distingue par sa science du placement et sa volonté sans faille de capter la balle. Avec 62 victoires, Phoenix termine premier de sa conférence et Barkley, tout juste arrivé, soulève le trophée de MVP. The fans here and around America join me in congratulating you, Charles Barkley, the 1992-93 National Basketball Association Most Valuable Player. Congratulations. En play-off, le bulldozer poursuit son chantier. D'abord, il évite aux siens une terrible déconvenue face aux Lakers orphelins de Magic. Ensuite, il s'occupe personnellement de mettre David Robinson hors course. Enfin, il sort 2 matchs titanesques, respectivement les games 5 et 7, pour venir à bout de Supersonics très accrocheurs. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Suns sont de retour en finale NBA. Le problème, c'est qu'à cette époque, les finales sont synonymes de Chicago Bulls. Pour les avoir croisés à de nombreuses reprises à l'Est, Barkley les connaît bien. Cette fois, il en est persuadé. C'est son moment. Cependant, malgré des performances XXL, en face, MJ est intouchable. 41 points de moyenne sur la série pour son Altesse. À 2-0 en faveur des Bulls, Phoenix parvient à réduire l'écart grâce à une victoire en triple prolongation. Douce ironie. La série prend une dimension historique au Game 6, dans le flambant neuf Purple Palace. Un shot inattendu de John Paxson dans les dernières secondes, puis un contre d'Horace Grant viennent achever les derniers espoirs des Suns. Barkley s'avoue vaincu. Phoenix s'ajoute à la longue liste des équipes privées de titres par les Invincibles. La première retraite sportive du GOAT, peu avant le début de la saison 93-94, redonne espoir aux fans. Malheureusement, de graves dorsalgies entraînent le déclin lent et inexorable de Barkley. Malgré la douleur, Sir Charles serre les dents et les Suns demeurent de sérieux prétendants au titre. Mais voilà, ils ne parviennent pas à profiter de cette fenêtre de tir. 2 défaites consécutives en 7 matchs face aux Rockets. The Dream n'allait pas laisser passer une si belle occasion. Encore une fois, à 2 doigts de la bague, Phoenix voit ses espoirs réduits à néant. À l'été 96, Chuck est envoyé aux Rockets où il va finir son immense carrière. 2 ans plus tard, c'est à Kevin Johnson que les fans doivent dire au revoir. Le futur maire de Sacramento sort de sa retraite en 2000 pour un dernier baroud d'honneur. À Phoenix, une page se tourne. Vous commencez à en avoir l'habitude. C'est le moment du traditionnel arrêt à la draft 96. With the 15th pick in the 1996 NBA draft, the Phoenix Suns select Steve Nash from the University of Santa Clara. Un choix anecdotique à l'époque, mais qui se révèle capital par la suite. L'homme chargé de reconstruire l'équipe n'est nul autre que Brian Colangelo, le fils de Jerry. Voilà quelques années que le patriarche, autrefois omnipotent et omniprésent, délègue de plus en plus. En 1995, ces Diamondbacks de l'Arizona intègrent la MLB. Vous pensez que 2 franchises, c'est déjà beaucoup ? C'est mal le connaître. Ajoutez à ça les Phoenix Mercury en WNBA et les Coyotes de l'Arizona en NHL et vous commencez à vous approcher du compte. Ironiquement, Colangelo rencontrera plus de succès avec ses autres franchises. Il vendra d'ailleurs les Suns pour plus de 400 millions de dollars au milieu des années 2000. Mais bon, revenons au jeu. Grosse arrivée dans l'Arizona. Le front office signe Jason Kidd le même été que Steve Nash. Ce dernier, en manque de temps de jeu, est échangé à Dallas à l'intersaison 98.
Pour entourer son nouveau franchise player, Colangelo Jr. draft Sean Marion, un ailier surathlétique, et tente le pari Penny Hardaway, déjà bien embêté par les blessures. Malheureusement, l'effectif ne clique pas. Jugé incapable de driver l'équipe jusqu'en finale NBA, Jason Kidd est envoyé aux Nets, où il prouvera le contraire. Malgré la présence de bons joueurs comme Starbury ou Joe Johnson, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. Affaibli, Phoenix profite d'une année sans pour renaître de ses cendres. Avec le 9e choix de la draft 2002, Bryan Colangelo s'attache les services d'Amaris Stoudemire, une sorte de bébé Karl Malone rendu maître dans l'art du poster dunk. Grâce au Stoud et avec un Sean Marion en constante progression, les Suns reprennent des couleurs. En 2003, à la recherche d'un coach, Jerry Colangelo se rend en Italie pour rencontrer un certain Mike D'Antoni. Presque inconnu aux États-Unis, D'Antoni est une véritable légende vivante sur le vieux continent, considéré comme le meilleur meneur transalpin du XXe siècle. Séduit par l'approche tactique ultra-offensive du stratège américano-italien, Colangelo décide de l'emmener dans ses valises. D'abord assistant de Frank Johnson, il prend la tête de l'équipe suite à son licenciement en décembre. Pour installer son jeu dans la lignée des Red Auerbach et autres Don Nelson, Mike D'Antoni est à la recherche de son maître à jouer pour lequel il faut dégager une masse salariale suffisante. Exit Hardaway et Marbury, qui venaient au passage de signer l'un des pires contrats all-time. Le pigeon dans l'histoire, les Knicks bien sûr. C'était évident, non ? 3 ans plus tard, Starbury est payé 26 millions la saison à rester tranquillement chez lui. Tellement New York. Avec un joli petit pactole d'économie, les Suns ont de quoi recruter du lourd. Reste à savoir qui. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous vous souvenez de Steve Nash, le Canadien un peu maigrichon, sifflé par les fans et envoyé à Dallas quelques années plus tôt ? Eh bien, en 6 saisons dans le Texas, le petit meneur a bien grandi. Doublement All-Star, Nash est l'un des postes 1 les plus en vue de la ligue. À 30 ans, il se verrait bien signer un contrat bien juteux. Proche des sous, Mark Cuban ne se voit pas investir sur le long terme dans un meneur déjà trentenaire. Banco, il déballe le tapis rouge pour Phoenix, qui lui propose un contrat de 65 millions de dollars sur 5 ans. Le double du salaire moyen à cette époque. Nash retourne dans l'Arizona et cette fois, bizarrement, l'accueil est largement plus chaleureux. Autant vous le dire tout de suite, son intégration est un triomphe. À la surprise générale, Nash est auréolé du titre de MVP et mène son équipe vers les sommets. Pire bilan de la conférence Ouest la saison précédente, les Suns finissent cette fois-ci à la première place. 33 victoires de plus en un an. Au-delà des chiffres, c'est dans le jeu proposé que Phoenix impressionne. Un up-tempo infernal. Il faut revenir des années en arrière pour voir une pace aussi élevée. À ce niveau, ce n'est même plus du run and gun, c'est du 7 seconds or less. La Ligue vient de faire connaissance avec le Mike D'Antoni Basketball, une approche tactique qui, encore aujourd'hui, ne manque pas de faire parler. Bon, concrètement, Mike D'Antoni Basketball, c'est quoi ? D'abord, cette philosophie de jeu s'appuie sur une rotation très serrée, d'environ 8 joueurs, et ce, même en saison régulière. Il vaut mieux avoir un bon cardio, parce que si vous comptez être titulaire, c'est 35 minutes minimum dans les jambes. Le load management, coach D'Antoni ne connaît pas. Son roster est construit autour d'un schéma bien précis. Un ball handler dominant, ici Steve Nash, des swingmen capables de switcher entre eux et un intérieur ultra mobile en la personne d'Amaris Stoudemire. Bon, jusque-là, ça va. Mais ce qui en fait un style de jeu aussi marquant, c'est qu'il est sur bien des points en complète opposition avec le basket proposé par les grosses équipes de l'époque, comme les Spurs ou les Pistons. Dans une ligue toujours dominée par les intérieurs, D'Antoni, lui, mise sur le small ball. Peu de ces hommes dépassent les 2 mètres. S'il privilégie des joueurs de petite taille, c'est pour leur mobilité. Comme expliqué précédemment, son équipe a une pace, le nombre moyen de possessions en 48 minutes, très élevé. Dans l'idéal pour D'Antoni, une possession ne doit durer que 7 secondes ou moins, d'où le surnom. En gros, il faut monter la balle très rapidement en contre-attaque et prendre le premier tir ouvert de manière à ce que la défense adverse n'ait pas le temps de se replier. Bien qu'elle puisse paraître assez instinctive, son approche est en réalité très mathématique. D'Antoni est un mordu de stats.
et statistiquement, les tirs en début de possession ont une probabilité plus élevée de faire mouche. Donc pour lui, peu importe si un tir peut visuellement avoir l'air précipité, parce que s'il est répété sur un volume assez conséquent, il finira en théorie par être mathématiquement plus rentable. D'où l'intérêt d'avoir une pace très élevée. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'il doit être pris rapidement que le shoot doit être pris n'importe comment et surtout n'importe où. Mike D'Antoni est fou de l'optimisation de tir, constamment à la recherche des meilleurs spots. C'est comme ça qu'il va progressivement proscrire le tir mi-distance, au profit du 3 points. Ainsi, avec lui sur le banc, les Suns shootent en moyenne 70% de plus que leurs adversaires à longue distance. Il faut dire qu'avoir une gâchette aussi précise que Steve Nash, ça aide. On parle tout de même d'un des rares joueurs capables d'intégrer le club des 50, 40, 90. Comprenez 50% au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer franc sur une saison. Dans l'histoire, ils ne sont que 8 à l'avoir réalisé. Steve, lui, l'a fait 4 fois, dont 3 ans de suite. Ajoutez à ça un redoutable pick and roll entre Nash et Stoudemire et vous obtenez un cocktail des plus détonnants. Premier à l'ouest, les Suns se feraient aisément un chemin jusqu'au final de conférence, où les attendent les Spurs, une équipe aux antipodes des leurs. On aimerait vous dire que Phoenix a donné un semblant de résistance, mais comme en 2003, les ogres texans survolent la série pour s'envoler vers leur 3e titre NBA. Les années se suivent et se ressemblent. Une énorme régulière, d'ailleurs Steve Nash effectue un back-to-back MVP, assez contesté il faut dire, en 2006, une bonne campagne de play-off jusqu'à tomber sur San Antonio. Les Knicks et les Pacers des années 90 avaient les Bulls. Les Suns, eux, ont les Spurs. 4 défaites en 6 ans. Manque de chance, la seule année où ils arrivent à les éviter en play-off, Stud se blesse pendant la saison et c'est Dirk qui se charge de régler son compte à son ancien coéquipier. Brian Colangelo tente bien d'inverser la tendance, notamment en recrutant Rajabel et Boris Dio. Un génie basketballistique comme Babak entre les mains de D'Antoni, bien sûr que ça allait fitter. Le Frenchie s'éclate dans ce système où il peut laisser cours à sa folie créatrice. Pratique pour suppléer Stoudemire, régulièrement blessé. Révélation outre-Atlantique, il remporte le titre de MIP en 2006. Sa suspension est d'ailleurs l'une des raisons qui explique pourquoi ces Suns version 7 seconds or less n'ont jamais soulevé le trophée Larry O'Brien. Nous sommes en mai 2007. Pour la 10e fois, les Suns sont opposés aux Spurs. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. À ceci près que pour la première fois, ce sont Steve Nash et sa bande qui sont donnés favoris. Comme à leur habitude, les Suns sortent une très grosse régulière. Amaré s'est bien remis de sa chirurgie au genou. Marion et Nash sont spécialement bons. Et tout ce petit monde peut compter sur Leandro Barbosa, fraîchement nommé meilleur 6e homme de l'année. Avec l'élimination surprise de Dallas au premier tour, cette demi-finale de conf est considérée comme la finale avant l'heure. Aucune autre équipe dans la ligue ne peut espérer rivaliser avec une de ces deux armadas. La série commence sur les chapeaux de roue. Ni San Antonio, ni Phoenix ne sont décidés à lâcher. À un partout, Stoudemire se plaint devant la presse du comportement de ses adversaires, cette sale équipe. Il vise tout particulièrement Bruce Bowen, qu'il accuse de chercher à le blesser volontairement. Au passage, Ginobili aussi en prend pour son grade. Bonne ambiance donc, à laquelle s'ajoute un arbitrage houleux à l'avantage des Spurs au match suivant. Mené, Phoenix doit absolument revenir au Game 4. Derrière au score toute la rencontre, un run en fin de 4e quart-temps leur permet de reprendre l'avantage à moins de 20 secondes de la fin du match. Balle aux Suns, San Antonio doit absolument faire faute. Au roublard, ce diable de Robert Horry envoie valdinguer le pauvre Steve Nash dans le décor. En Angleterre, ça ne se siffle pas. On passe à 2 doigts d'une grosse bagarre générale. Mais finalement, les Suns s'en sortent. Le coup de massue est asséné le lendemain. Pour son vilain geste, Horry est suspendu 2 matchs. Mais pour avoir quitté le banc pendant l'altercation, Boris Dio et Stoudemire écopent eux aussi d'une suspension. Une rencontre chacun, assez pour laisser les Spurs se relancer et filer vers la victoire. Plus tard, un ex-arbitre nommé Tim Donaghy
condamné pour paris illégaux, expliquera qu'un autre officiel aurait avantagé les Texans. Ne rentrons pas dans le complotisme. Pour l'instant, cela n'a jamais été prouvé. Quoi qu'il en soit, encore une occasion manquée pour Phoenix. Cette défaite marque la fin de l'ère d'Anthony. Pour signifier le changement et revenir à un basket moins expérimental, Shawn Marion est échangé contre le Shaq. Attention, en 2007, O'Neal n'est plus le pivot ultra dominant du three-pit. En surpoids et cassé de partout, la carrière du Big Diesel ne tient plus qu'à un fil. Heureusement pour lui, le soleil et l'infirmerie des Suns le remettent sur pied. Comme à son habitude, celui qui se fait désormais appeler le Shaqtus prend le rôle d'ambianceur du vestiaire pendant 2 saisons. I have to touch it. No one touches the Shaqtus. All right. Pas les meilleures années de la franchise, pour être honnête. Le chant du signe des Suns, version Nash, a lieu lors de la saison 2009-2010. Le GM, un certain Steve Kerr, décide de retourner à ce qui a fait la renommée de l'équipe, le run and gun. Une belle réussite, récompensée par une finale de conférence face aux Lakers de Kobe. Les Suns prennent même leur revanche sur leur bête noire en étrillant les éperons. La saison terminée, le stud, agent libre, décide de s'engager avec les Knicks. C'est le début de la fin pour Phoenix, qui dès lors ne retrouvera plus les playoffs pendant une décennie complète. Série en cours. Et dire qu'avant cela, il ne les avait manqués qu'à 12 reprises lors de leurs 31 saisons d'existence. 2 ans plus tard, c'est au tour de l'idole, Steve Nash, de faire ses valises direction LA, dans une des tentatives de super team les plus atroces de l'histoire. Encore une fin de carrière que l'on aimerait oublier. Well, he makes them very good. He definitely is a significant upgrade because, for one, they have a point guard now, not somebody pretending to be point guard. La suite est catastrophique. On entend plus parler des Suns pour leurs problèmes en dehors des terrains que pour leurs résultats. Le management enchaîne les mauvaises décisions. On imagine par exemple que les fans ont toujours en travers de la gorge le contrat de Brandon Knight. Preuve de l'ambiance délétère qui règne au sein de la franchise, Eric Bledsoe, le meneur de l'équipe, exprime ouvertement son mal-être sur les réseaux sociaux. Then yesterday, he sent out the tweet that sent the NBA into convulsions. Quote, I don't want to be here. En même temps, perdre en boucle ne doit pas être idéal pour créer de la cohésion. En parlant de défaite, scène surréaliste le 24 mars 2017, quand le jeune Devin Booker devient le premier joueur depuis Kobe et ses 81 points à inscrire 70 pions lors d'une parodie de basket doublée d'une lourde défaite. Comble de l'arrogance, l'arrière se permet de singer le grand Wilt Chamberlain. Une rocambolesque histoire d'orgie quelques années plus tard n'arrange rien à la réputation de l'équipe. Sans parler de la suspension pour dopage de DeAndre Ayton, le numéro 1 de la draft 2018, oui, devant Doncic. Mais voilà, alors qu'on pensait Phoenix au bout du rouleau, un événement semble bouleverser la donne. Invités dans la bubble à Orlando, les jeunes Suns, à qui on donnait moins de 99% de chances de se qualifier en play-off, ont forcé leur destin, restant invaincus dans la bulle. Malheureusement, pas assez pour décrocher une place en play-in, mais amplement pour enfin regagner le respect des fans. Sous l'impulsion d'un Devin Booker kobiesque, scoreur devant l'éternel, les Suns sont-ils en train de renaître de leurs cendres? L'arrivée de Chris Paul à l'intersaison 2020 semble nous donner un début de réponse. Souvenez-vous, les Suns n'ont jamais été aussi bons qu'avec un monstre à la main. Avec le point god pour encadrer ces jeunes turbulents, on espère que le destin sera un peu plus clément. L'histoire des Suns, c'est celle d'occasions manquées, parfois de mauvaises décisions, mais surtout d'un manque de chance évident. Une équipe à 2 doigts de toucher le Graal, mais finalement trop courte. Un loser magnifique, qui jusqu'à récemment a toujours fait preuve de panache. Un peu le Raymond Poulidor de la NBA. Frustrant, mais tellement kiffant. Une franchise sans titre, mais dont l'histoire retiendra le nom. Parce que oui, Phoenix ne s'est pas contenté de faire de la figuration et a compté dans ses rangs une ribambelle de légendes. La famille Colangelo, bon d'accord, surtout le père. Des MVP, Charles Barkley et Steve Nash. Un coach un peu fou,
mais qui a révolutionné à sa manière l'approche tactique en NBA. Et surtout, une flopée de joueurs plus spectaculaires les uns que les autres. Être un Sun, c'est ça. Un amour immodéré pour le basket champagne, ultra offensif, et peu importe si la victoire est au bout. Dans l'Arizona, le basket est une question de spectacle. Après avoir laissé le désert reprendre ses droits, Phoenix semble enfin voir le bout du tunnel. Aux Suns cette fois de prendre leur destin en main. Plus question de laisser quoi que ce soit au hasard.